Cap sur la transition, c'est le moment que l'on s'offre pour s'intéresser aux politiques publiques environnementales et c'est le podcast de l'IDRI. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de l'IDRI, l'institut qui facilite la transition vers le développement durable. Et il le fait grâce à ses chercheurs ou des invités qui se succéderont à ce micro pour venir vous raconter, vous expliquer à quoi pourrait bien ressembler cette transition. L'idée ici, c'est de parler simplement de sujets complexes. Et il en est un qui revient sans arrêt dans vos journaux, à la télé, à la radio, c'est le fameux carbone, ces émissions de CO2 qu'il faudrait réduire. L'Europe s'est fixé un cap, moins 55% en 2030. Et pour ça, depuis presque 20 ans, l'Union européenne a mis en place des mécanismes pour peser sur le prix du carbone, pour que les entreprises, les industries aient tout intérêt à s'en passer. Et ces mécanismes, ils évoluent. Qu'est-ce qui est dans les cartons? Quelles conséquences pour les particuliers? Quelles incidences sur le reste du monde? Le prix du carbone pour les presque nuls. C'est un nouvel épisode des podcasts de l'IDRI avec aujourd'hui Nicolas Bermans qui va tout nous expliquer. Il est expert de l'énergie et du climat à l'IDRI et son terrain de jeu, c'est toute l'Europe. Allez, venez. Bonjour Nicolas Bermans. Bonjour. On va commencer par le début ensemble, vite fait. Pourquoi le carbone a-t-il un prix? Qui le fixe? Pourquoi faire? Puisque si le carbone a un prix, c'est qu'il s'achète et qu'il se vend. Tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Europe, il y a un prix du carbone qui existe depuis 2005 pour les industries européennes. Donc ce prix du carbone, il émerge d'un marché. Pourquoi? Parce que la règle européenne, elle fixe une limite du nombre d'émissions qui peuvent être émises au sein de l'Union européenne. Et cette limite est ensuite traduite en allocations, en quotas de CO2 qui sont distribués soit gratuitement, soit vendus aux enchères aux industriels. Les industriels ensuite échangent ces quotas en fonction des besoins de chacun d'eux. Et tout cela fait émerger un prix au CO2. C'est pour inciter les entreprises finalement à moins émettre de carbone. Et du coup, si elles en émettent moins, ça leur coûte moins cher. Tout à fait. Ce prix, en fait, a la vocation d'inciter à la réduction des émissions de gaz à effet de serre des industries européennes. Ça peut marcher de deux manières. Ça peut marcher en incitant à changer l'activité des usines en Europe, mais ça peut aussi inciter à faire des investissements de plus long terme pour aller vers des modes de production plus vertueux. Et donc il y a une sorte de bourse de carbone entre les mieux-disants, les moins-disants. On s'échange des droits à émettre du CO2, de ces quotas, ces fameux quotas. Exactement. Il y a tout un marché financier qui s'est développé depuis 2005 avec un marché au comptant. Donc on achète la tonne de CO2 et on l'a dès le lendemain dans ses comptes, ou même des marchés à terme avec des dérivés, comme on connaît sur toutes les commodités telles que le pétrole, le charbon ou le gaz. Il varie beaucoup le prix de la tonne carbone? Alors historiquement, il a beaucoup varié. Et d'ailleurs, ça a été un problème. Ça a été un problème notamment parce que suite à la crise qu'on a connue en 2009-2010, le prix de la tonne de CO2 a beaucoup diminué. Ça peut se comprendre parce que l'activité économique dans l'Union européenne avait diminué et donc la demande des industriels européens pour les quotas avait diminué. Loi de l'offre et de la demande, le prix s'est effondré. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de règles au sein de ce mécanisme pour réajuster l'offre de quotas. Et donc, cette offre excédentaire s'est traduite par un abaissement du prix du CO2. Ça a eu l'effet collatéral d'inciter très peu à réduire les émissions dans la période entre 2013 et 2018. Désormais, on voit que ça a changé parce qu'il y a un certain nombre de mesures qui ont été adoptées, et notamment ces nouveaux objectifs climatiques européens, l'objectif de neutralité climat en 2050 et l'objectif de réduction des émissions à moins 55% en 2030. Donc la demande pour les quotas est de retour. Quels sont les secteurs concernés, vite fait, par ces quotas? Alors, les secteurs concernés, c'est la production d'énergie, donc la production d'électricité. Il faut savoir qu'il y a encore une large part d'électricité en Europe est produite à partir des énergies fossiles, donc charbon, gaz notamment. Et toutes les industries lourdes qui sont de forts contributeurs aux émissions de gaz à effet de serre. Donc l'acier, le ciment, l'industrie chimique, la production d'aluminium par exemple. Alors en France, on a connu aussi cet épisode de la taxe carbone sur l'essence pour tous, cette fois-ci, les particuliers aussi. On se souvient, l'annonce de l'augmentation de cette taxe carbone avait mis le feu aux poudres en France avec l'émergence du grand mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que c'était la même logique
inciter à réduire les émissions de gaz à effet de serre? Alors oui, c'était la même logique, dans le sens où on voulait faire émerger un prix de la tonne de CO2 pour inciter les acteurs à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Néanmoins, déjà, cette mesure a été prise au niveau national et elle ne s'adresse pas au même type d'acteurs. C'est ça qu'il faut bien avoir en tête. Les industriels, le prix du CO2 pour eux, maintenant, c'est un coût de production. Donc, ils peuvent l'intégrer dans une équation économique. Ils ont l'habitude de traiter cette équation économique. La taxe carbone pour les particuliers est plus complexe parce qu'on est face à des ménages et face à des petites entreprises, des acteurs qui, finalement, n'ont pas les mêmes capacités d'adaptation au prix du CO2. Et c'est notamment ce qui avait été critiqué au moment du débat des Gilets jaunes. On comprend en vous écoutant que le prix du carbone et ce système d'échange de droits d'émission que vous nous avez expliqué, ça concerne surtout les gros secteurs économiques et industriels. Là, on parle de l'Union européenne depuis tout à l'heure, mais ça se fait ailleurs dans le monde. Est-ce qu'il y a un marché mondial du carbone ? Alors, il y a certaines zones géographiques qui ont fait le choix d'avoir des systèmes d'échange de quotas d'émissions. Donc, un endroit où ça se fait depuis très longtemps, c'est la Nouvelle-Zélande. Ensuite, on a eu d'autres exemples au fur et à mesure, la Californie, certains États du Canada et dernièrement la Chine qui a lancé un grand marché carbone pour ses industries. Néanmoins, en termes d'ambition, on peut dire que le marché européen est celui qui couvre le plus d'émissions à un niveau de prix carbone élevé et donc celui qui finalement fait office de référence au niveau international. Vous nous avez parlé tout à l'heure des secteurs industriels concernés ou économiques. Aujourd'hui, l'Union européenne envisage d'élargir ce marché carbone à d'autres secteurs. Tout à fait. Alors, il y a des secteurs qui vont être relativement simples à faire entrer dans le système. On peut penser au transport maritime, mais néanmoins, il y a des secteurs plus controversés. On évoquait tout à l'heure l'exposition au prix du carbone des ménages. Oui. La proposition de la Commission européenne, c'est d'inclure le transport routier et les bâtiments dans ce système-là. En fait, ce n'est pas vraiment une inclusion, c'est la création d'un deuxième système d'échange de quotas d'émissions parallèles. Un deuxième marché, en fait. Un deuxième marché avec un prix différent et des règles différentes en termes d'allocation pour justement éviter que le prix des industriels qui pourrait être plus élevé s'applique aussi aux ménages. Donc ça, c'est ce qui est proposé et discuté à l'heure actuelle au niveau européen. Alors, il y a un autre aspect de ce prix du carbone, c'est le principe d'une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne qui a été décidée mi-mars, dont le principe a été décidé mi-mars par les 27. Alors, ça s'appelle MACF, Mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, et en anglais, CBAM, pour Carbon Border Adjustment Mechanism. Je crois que j'ai tout bon. L'idée, c'est qu'une entreprise extérieure à l'Europe qui n'aurait aucune contrainte, aucune limite sur ses émissions de carbone, ne puisse pas venir faire une concurrence déloyale en venant vendre, par exemple, de l'aluminium ou du ciment en Europe ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la grande crainte associée à la mise en place de ce type de politique climatique. C'est la crainte de ce qu'on appelle les fuites de carbone, le fait que les acteurs européens soient exposés à un prix et que les acteurs en dehors d'Europe qui n'est pas à ce prix à payer et un avantage concurrentiel. Donc, ce qui est un vrai risque. C'est un vrai risque. Et jusqu'à présent, ce qui a été fait, c'est qu'on donnait des allocations gratuites à certains secteurs qui étaient réputés exposés au risque de fuite de carbone. Maintenant, on change d'approche avec la création de ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Et l'idée, c'est de faire payer ce même prix du CO2 européen aux importateurs de matériaux provenant dans l'Europe pour justement mettre tout le monde au même, sur un pied d'égalité. C'est l'Arlésienne, cette idée de taxe carbone aux frontières. Je crois me souvenir que déjà Jacques Chirac en parlait, non ? Tout à fait, c'est une proposition qui a été longtemps soutenue par la France et qui soulevait beaucoup de scepticisme en Europe, dans d'autres États, notamment parmi les États qui exportent beaucoup de produits en dehors d'Europe. Ce qu'il faut savoir, c'est que le grand risque autour de cette mesure, c'est qu'elle soit perçue comme une mesure protectionniste de l'Union européenne. Et si c'est le cas, on peut s'exposer à des mesures de rétorsion de la part d'autres acteurs économiques. On peut penser à la Chine, aux États-Unis, etc. Donc il y a un vrai travail de conviction diplomatique qui doit être mené par l'Europe pour que les partenaires commerciaux puissent accepter la mise en place de cette mesure et jouer le jeu en justement investissant eux aussi dans des productions décarbonées chez eux
notamment à destination du marché européen. Et est-ce que c'est pas naïf de penser que peut-être l'Europe pourrait influencer le reste du monde dans ce sens-là ? Alors ça dépend évidemment des secteurs, mais l'Union européenne, c'est quand même le plus grand marché économique du monde. Donc les règles qui régissent le marché interne européen ont quand même une résonance internationale, donc elle peut servir d'effet de levier pour engager la transition ailleurs. Évidemment, ça dépend des secteurs, et c'est vrai que sur les secteurs industriels, les plus gros marchés aujourd'hui sur l'acier, le ciment, sont plutôt ailleurs, dans les pays émergents qui investissent beaucoup dans les infrastructures. La mise en place de cette taxe carbone, c'est l'un des enjeux des prochains mois ou peut-être même prochaines années pour l'Union européenne ? Oui, tout à fait. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que c'est une discussion qui va durer. Pour l'instant, on commence avec un système qui est limité à certains secteurs. Et la question se posera rapidement de savoir s'il faut l'étendre progressivement et nouer des partenariats avec d'autres zones économiques qui souhaiteraient mettre en place des mesures similaires. Notamment, on peut penser au Royaume-Uni, qui est proche de nous, mais qui n'est plus dans l'Union européenne, ou au Canada et aux États-Unis, où il y a eu un certain nombre d'initiatives qui ont été menées pour mettre en place des mesures similaires. Vous diriez que c'est un pas décisif ? Je dirais que c'est un tournant, parce que jusqu'à présent, il y avait beaucoup d'appréhension à étendre les politiques climatiques à la question commerciale. Donc, on verra comment ça se passe. Ça sera intéressant de l'observer. Mais néanmoins, c'est un pas quand même nécessaire de faire entrer ces questions environnementales dans la régulation du commerce international. Donc, peut-être que ça passera par ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Peut-être que ça passera par d'autres mesures. On peut penser, par exemple, à mettre en place des normes qui seraient... on accepterait seulement les produits qui ont une certaine intégrité environnementale dans notre territoire. Mais cette question ne fera, à mon avis, que grandir dans les prochaines années et s'étendre au-delà des questions industrielles. On peut penser notamment aux questions agricoles dans ce cadre-là. Merci beaucoup, Nicolas Bermans. Merci à vous. Merci pour cet éclairage avec cet exemple du prix du carbone. Je crois qu'on touche vraiment du doigt l'équation très complexe des politiques publiques. Prendre des mesures qui aient un vrai impact, mais sans qu'elles fragilisent ou ceux qui le sont déjà, ou des entreprises. On reparlera évidemment de tous ces sujets indépendamment dans les prochains épisodes du podcast de l'IDRI. Je rappelle que vous êtes chercheur en politique climatique et énergétique à l'IDRI, responsable de la zone Europe. Merci beaucoup. Merci à vous. Et on a nous aussi émis du carbone pour diffuser ce podcast. Le numérique est loin d'être neutre, alors maintenant, écoutez-le, partagez-le et n'hésitez pas à réagir, envoyez vos remarques ou suggestions sur les comptes Twitter et LinkedIn de l'IDRI, IDDRI. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de Cap sur la transition.